Quelle est la relation entre toi, l'entraîneur, et elles, les joueuses? Elle est multiple. Il y a une relation de coach, puisque je les coach et il y a des moments où on est ensemble, par exemple aujourd'hui le samedi, et notre seul but c'est de gagner la rencontre d'aujourd'hui. On a une relation entraîneur-entraîné, où là au quotidien on essaye de penser comment on peut améliorer la semaine d'entraînement pour que le ping-pong il soit meilleur, leur donner des conseils sur le physique, sur le mental, sur la technique, sur la tactique, un peu tous les aspects de la performance. Et des fois aussi un petit rôle aussi d'éducateur plus général qui sort un peu du tennis de table pour essayer qu'elles deviennent des bonnes sportives et des filles et des femmes bien tout simplement. Est-ce qu'il faut être à l'écoute? Oui, il faut être beaucoup à l'écoute. Il faut être beaucoup à l'écoute, il faut savoir voir les petits signes, quand ils sont fatigués, quand ils sont bien, quand ils sont pas bien. Ça demande de l'écoute et aussi de l'attention, du regard. Des fois, les adolescents ou adolescentes, ils parlent pas. Ils vont pas le dire. Il faut le voir par leur comportement ou la semaine, comment elle se passe. Et des fois, pour ceux qui commencent à parler un peu plus, il faut être à l'écoute aussi, oui, quand ils en ont besoin. Pense bien en remise de service à ce que je t'ai demandé sur le sens de l'effet. Quand elle serre comme ça, là, tu vois, c'est intéressant de remettre court sur elle. Elle est quand même forte quand elle top spin. Tu peux pas la laisser taper tout le temps. Quand elle serre comme ça, viens piquer avec ton coup droit un petit peu. Tu vas garder courte la balle. Et tu peux garder courte dans le revers ou dans le coup droit. Et derrière, tu auras plus de top spin. Après, dans l'échange, elle est forte en revers. Pas au point de jamais y aller, mais il ne faut pas que tu doubles dans le revers. Une différence entre filles et garçons à gérer? Pour moi, pas tant que ça. J'aime pas trop, j'entraîne des athlètes. Peut-être qu'il y a certaines petites différences, mais je pense pas tellement quand on entraîne à cet âge-là. Il y a des petites différences de jeu. Après, dans le comportement, ils atteignent pas forcément une maturité ou ils s'intéressent pas aux mêmes choses au même moment, mais c'est juste un petit décalage. Et au final, oui, il y a des petites différences entre des fois un garçon de 12 ans et une fille de 12 ans, ça va pas être pareil, mais les problèmes qu'on a chez le garçon, on les retrouve peut-être un peu plus tôt chez la fille et inversement. Donc pour moi, il n'y a pas tant de différence que ça. Non. Est-ce que l'entraîneur doit être parfois conciliant? Bien sûr, bien sûr. En faisant quand même attention. Le but c'est conciliant, j'aime pas trop parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'on va leur trouver des excuses. Et en général, on s'en trouve déjà facilement soi-même. Notre entourage nous en trouve, donc si l'entraîneur aussi nous en trouve, après c'est la porte ouverte pour pouvoir... voilà, c'est trop facile. Donc des fois, il faut être conciliant il faut être juste, savoir quand il y a besoin d'être conciliant et quand il y a besoin d'être un peu plus ferme. Des fois, il faut être aussi un peu plus ferme. Où est-ce que tu prends ton plaisir à coacher cette équipe, à l'entraîner? Alors je prends beaucoup plus de plaisir à l'entraîner qu'à la coacher. Je préfère vraiment le rôle d'entraîneur que le rôle de coach. Après, ce que j'aime beaucoup dans le fait de la coacher, c'est que je vois directement, c'est pour moi une source d'information pour la semaine d'entraînement qui vient. C'est surtout ça pour moi l'intérêt de coacher, c'est que je vois pas mal de choses et du coup je suis plus pertinent et plus juste pour la semaine d'entraînement qui suit. En quoi l'entraînement est plus motivant pour toi? C'est pas plus motivant, moi je n'aime pas trop le rôle de coach. Je trouve presque que dans l'idéal, philosophiquement, je préférais qu'il n'y ait pas de coach. Je préférais entraîner le joueur, lui apprendre un petit peu ce que je sens du ping-pong, lui faire comprendre le ping-pong, de sorte qu'il n'ait pas besoin de coach pendant le match. Et qu'il puisse trouver les choix tout seul, être suffisamment comprendre le sport, comprendre ce qui se passe, pour pouvoir faire son match sans coach. Et par contre, à l'entraînement, oui, là, il y a besoin de quelqu'un pour donner la bonne direction, corriger certaines choses, etc. Comment elles réagissent à tes conseils? Est-ce qu'elles réagissent différemment selon les joueuses? Oui, bien sûr. Elles réagissent différemment selon les joueuses, selon les périodes. Quand on vit ensemble pendant un an, il y a des moments où on est vachement bien ensemble. Il y a des moments où on est un peu en friction ou un petit peu en train de se bagarrer parce qu'on aurait envie qu'elles passent un petit palier, qu'elles fassent plus d'efforts sur certaines choses, puis elles sont un peu réticentes. Il y a d'autres moments où on est vachement en osmose et tout. Donc bien sûr qu'elles réagissent de façon différente, individuellement parce qu'elles ont leur caractère, mais aussi dans la période de l'année, elles sont différentes. Tu as un rôle aussi de protection. On voit avec Kritika qui est très sollicité aussi. Oui, qui est vraiment pas facile. Alors, on pourrait presque croire que je le rate en ce moment, vu qu'on la voit partout à la télé et sur les photos. Mais il y a un petit rôle effectivement de protection, en essayant
Il faut répondre aux sollicitations quand elles arrivent, mais réussir à trouver le juste milieu et puis savoir s'arrêter aussi de temps en temps pour pas que ça aille trop loin. Mais il y a effectivement un petit rôle de protection. Même le club veut des choses, la fédération veut des choses, la ligue veut des choses. Au milieu de ça, il y a la joueuse et on ne peut pas dire oui à tout le monde. Donc des fois, il faut dire non à des sollicitations pour des compétitions, à des sollicitations pour des journées de promotion, etc. Donc on dit oui souvent et des fois, il faut dire non parce que quand on sent que là, ça va trop loin. Et toi, tu te vois aller jusqu'où? Pas trop loin en tout cas, dans le temps, parce que c'est vraiment usant. Parce qu'au final, le calendrier s'arrête jamais, les entraînements ça s'arrête jamais. Donc dans le temps limité, après au point de vue de niveau, etc., moi je trouve ça génial de pouvoir progresser avec une joueuse et d'évoluer avec une joueuse ou un groupe de joueuses. Et donc je me fixe pas tellement de limites. Non. Et bien alors, on parle de reconversion après le métier d'entraîneur, si tu me dis que sur le temps c'est limité. Alors là, j'ai pas pensé jusque-là. Je travaillais dans l'immobilier avant, donc pourquoi pas revenir à ça. Ou alors, comme j'aime beaucoup le sport quand même, peut-être essayer de réfléchir à un moyen de pouvoir continuer à être dans le sport, aider des entraîneurs un peu plus jeunes que moi, de mettre un peu tout en place pour qu'ils puissent bien faire le métier d'entraîneur. Mais je ne sais pas encore très précisément dans quel cadre. C'est un métier difficile? Alors, c'est à la fois un métier très difficile pour le temps qu'il prend et les soucis qu'il peut donner par moment. Et à la fois, c'est un métier où 9 fois sur 10, on se lève le matin, on va au travail et on est hyper content d'y aller. Donc ça, c'est quand même pas tous les métiers non plus qui apportent ça. Allez, on remballe, on range, on aide un peu à ranger, on n'aide pas, on range majoritairement les tables, on remet la salle en état et on paye un coup à nos adversaires.